Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer, écrit par Arthur Conan Doyle. C'est notre premier épisode sur ce recueil de nouvelles. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, je vous invite à checker la barre de lecture de la vidéo ou la description de la vidéo. Vous y trouverez des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction et d'aller directement à l'endroit qui vous intéresse, à la lecture. Vous allez pouvoir également passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture. Ça peut vous servir de marque-page également si vous voulez vous grignoter cette lecture en plusieurs fois. Parce que bon, c'est vrai que les lives de lecture prennent quand même un certain temps. C'est pas évident, je pense, de forcément s'enfiler un épisode d'une traite. Et donc, comme je le disais, on est sur un recueil de nouvelles. Donc ce qui va se passer sur cette œuvre, je pense que ça va être une lecture de nouvelles par épisode à peu près. Sachant que le recueil fait 8 nouvelles, il me semble. On est parti pour 8 épisodes, soit environ 4 semaines. Puisque je vais reprendre le rythme que j'ai bien ancré depuis quelques années maintenant. Le mardi et le vendredi 21h, ce sont les créneaux de live de lecture. Voilou. De la même manière, je vous inviterai, si vous me regardez sur YouTube, à checker l'onglet playlist. Vous trouverez déjà la playlist Et si on lisait. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Soit Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer, soit simplement son dernier coup d'archer. Comme ça, vous aurez tous les épisodes qui seront centralisés, n'est-ce pas ? Pour recomposer cette œuvre dans son intégralité. Mais vous pouvez également chercher des playlists. Alors je sais plus comment je les avais nommées. Mais bon, ça se retrouve très facilement sur ma chaîne YouTube. De toute manière, vous avez aussi la petite loupe. Je sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais vous pouvez faire des recherches directement sur une chaîne YouTube. Pas forcément sur YouTube. Vraiment sur la chaîne YouTube. Vous faites une recherche d'un terme précis. Donc si vous cherchez Sherlock Holmes, vous allez trouver. Puisque on a déjà fait Et si on lisait Le chien des Baskerville et si on lisait Le signe des quatre. Donc voilà, ce sont deux romans de Arthur Conan Doyle sur son fameux personnage de Sherlock Holmes, qu'on a lu il y a de cela, je crois, 3 et 6 ans. J'ai regardé tout à l'heure, c'est hallucinant comme le temps passe vite. Et je m'étais dit que je ne retournerais pas forcément sur ce personnage, bien que ses lectures aient été plutôt agréables, que j'étais content de découvrir. Je sais que cet auteur a écrit énormément sur Sherlock Holmes, et je me disais, bon, bah, avec 2 romans, je pense que personnellement, j'en ai ma dose, parce que je dois avouer que le genre policier, c'est pas le genre qui m'intéresse le plus. Et je me disais, bon, ok, c'est sympathique, je vois à peu près de quoi il en retourne. C'est pas ma came outre mesure. Cependant, c'est assez sympathique, à mon goût, pour que je veuille bien redonner sa chance, entre guillemets, enfin, même pas redonner sa chance, simplement approfondir un petit peu. Mais cette fois-ci, pas avec les formats romans, avec les formats nouvelles. Comme je le disais, Arthur Conan Doyle a écrit énormément sur Sherlock Holmes. Il a écrit, si je ne m'abuse, 4 romans et 56 nouvelles. Je crois avoir lu ça tout à l'heure. Étant donné que j'avais lu jusqu'à présent uniquement 2 romans qui étaient sortis en 1902 et en 1880, je sais plus combien. Bref, j'avais lu 2 romans. Je me suis dit, on va tenter les nouvelles, sachant que ce recueil de nouvelles a été publié, il me semble, en 1917, je crois que c'était ça, avec des nouvelles ayant été écrites de 1908 à 1917. Donc a priori pour moi, ça va être sur cette lecture une semi-découverte, dans le sens où on a déjà lu du Arthur Conan Doyle ensemble en live, mais pas sous le format nouvelle, et du coup, en plus de cela, les romans étaient antérieurs aux nouvelles que je m'apprête à vous lire. Donc, est-ce qu'on va aussi déceler peut-être une évolution dans l'écriture de Conan Doyle ? Je ne sais point. Peut-être qu'il va nous amener vers de nouveaux horizons inexplorés jusqu'à présent. Forcément, j'ai pas l'intégralité de la bibliographie du monsieur, parce que ça fait beaucoup et que je n'apprécie pas suffisamment non plus pour pousser jusque-là. Mais je suis très curieux. Je suis très curieux d'y retourner. Je suis très curieux de me refaire un avis. L'air de rien, ça fait déjà, les années défilent. Hein. Les années défilent, ça fait quand même plusieurs années que je n'ai pas mis le nez dans ces univers. Je suis
je suis de nouveau frais et dispo, prêt à me faire un nouvel avis en quelque sorte. Et du coup, je rappelle que pour l'heure, je suis en live, donc merci à ceux qui me rejoignent en live. Bonsoir Miss Perrine, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. J'en profite également pour dire un petit merci à toutes les personnes qui m'ont follow pendant que j'étais en off. Alors je sais plus exactement jusqu'à où j'avais dit merci, donc merci à Tyrock, Ziboromo, Niernen, Riri et Grisby. Dans le doute, je préfère tous vous citer. Qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de live. Déjà, j'avais besoin d'une petite pause parce que j'étais en flux tendu depuis le début de l'année en fait. Et là, j'avais besoin d'une petite pause, je pense, des lectures et même des lives globalement. Et puis aussi, j'avais quelques petites choses à faire, notamment, j'ai pris 3-4 jours de vacances à Saint-Malo. C'était super cool. Si vous avez l'occasion d'aller à Saint-Malo, ne vous en empêchez, enfin ne vous en empêchez pas, c'est pas tellement le terme. Bref, n'hésitez pas. C'était vraiment trop cool. Moi, c'est trop ma cam, j'ai trop kiffé. D'ailleurs, ville de Châteaubriand. C'était drôle de voir plein de mentions à Châteaubriand de partout. J'avais l'impression que c'était une ville un peu littéraire, du coup j'aimais bien. Bref. Et comme souvent, ça a été l'occasion pour moi, quand je bouge un petit peu, d'aller dans des nouvelles librairies. Donc, à Saint-Malo, à ma connaissance, il y a 2 librairies intramuros. Je vous invite vraiment à y aller, sachant que les 2 sont cool, mais il y en a une des 2 qui est vraiment très cool, et j'ai plus les noms, donc cherchez. De toute manière, si vous allez à Saint-Malo intramuros, c'est tellement petit, et les 2 librairies sont très rapprochées, il me semble. Donc allez faire un tour. Il y a une des librairies qui est super achalandée. J'ai été hyper étonné de trouver des trucs un petit peu un petit peu obscurs, un petit peu pas connus. Il y a un rayon poésie qui est hyper sympa, hyper étoffé. Ça m'a grave étonné. J'ai vu des œuvres dont j'ai entendu parler depuis longtemps, sans jamais voir les livres devant moi en librairie. Et là, ils les avaient. Donc vraiment, j'ai trop kiffé. Et j'aime trop en ce moment faire ça, me balader dans des librairies quand je vais dans des nouveaux endroits. Pour mon voyage, je suis passé par Paris et j'ai fait une petite halte aussi dans des Fnac et pas des librairies cette fois-ci. Il me semble que j'ai pas fait de librairie à Paris, mais juste me balader dans des Fnac où pareil le choix est assez énormissime. Trouver du Zelazny, mon auteur favori, que je ne trouve nulle part. Trouver les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, que je ne trouve plus nulle part non plus. Ça m'a fait trop plaisir, ça m'a fait trop kiffer. C'est toujours les Zelazny et les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est les 2 que je check à chaque fois que je vais dans une librairie et qu'ils n'ont jamais. Donc bon, là il y avait encore un peu de stock à la Fnac et ça m'a fait bien plaisir. Et du coup, tout ça a quand même du sens avec le live de ce soir. Forcément, je garde un petit œil ouvert pour la suite des lives de lecture. Et même si on a une pile de livres juste ici qui nous attend pour les prochaines lectures, eh bien voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de me balader dans les rayons et de me dire ah tiens, un petit Sherlock Holmes, ça fait longtemps, ça serait cool. J'avais dit que si je le refaisais, ça serait avec un recueil de nouvelles. Il y a plein de recueils de nouvelles disponibles dans cette Fnac. Je crois que c'était à la Fnac que j'ai acheté celui-ci. Et du coup, j'étais en mode bon bah allons-y gaiement. Et nous voilà en live. Je suis fort content de revenir. Ma foi, je vous invite à vous installer, à prendre place, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, tandis que vous m'écoutez. Santé à tous et à toutes. J'espère que vous passerez un agréable moment en m'écoutant. Ce soir, nous lirons la première nouvelle de ce recueil, à savoir l'aventure de Wisteria Lodge, qui fait un nombre de pages assez conséquent par rapport à ce que je fais habituellement. Mais je pense que je vais la faire d'une traite. Je vais faire une pause, mais je pense que je vais la faire en un live malgré tout. Sinon, ça serait un peu ridicule la découpe. Donc voilà, je pense que je vais le faire en un live.
Ça devrait passer. Et cette nouvelle est séparée en 2 parties ou 2 chapitres, je sais pas trop comment nommer ça. Je pense, je vais essayer. On va voir si c'est faisable ou si vraiment je ne tiens pas, mais je vais essayer de faire la première partie d'un coup, puis faire une pause, et poursuivre et finir avec la deuxième partie d'un coup. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser comme ça pour ce soir, avec une seule pause, malgré le nombre de pages un peu imposant. C'est pas grave, vu que c'est la reprise, si je m'abîme un petit peu, si je force un petit peu sur ma voix, ça devrait passer. Ça devrait passer. Je suis pas encore abîmé de semaines et de semaines de lecture. Ça devrait le faire. Bien. Ma foi, je pense qu'on va pouvoir se lancer. Trêve de bavardage. Je te souhaite une bonne écoute, Miss Perrine. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Ah, ça fait bizarre de revenir à chaque fois. À chaque fois que je fais une toute petite pause dans mes lectures, ça fait trop bizarre de revenir. Je me mets dans les conditions. Et allons-y. Sherlock Holmes. Son dernier coup d'archet. Écrit par Arthur Conan Doyle. Première nouvelle. L'aventure de Wisteria Lodge. Chapitre 1. L'expérience singulière de Monsieur John Scott Eccles. Dans mes notes, je retrouve la date, fin mars 1892. Le temps était froid et gris, le vent soufflait. Pendant le déjeuner, Holmes avait reçu un télégramme et il avait griffonné une réponse. Sur le moment, il n'avait fait aucun commentaire, mais l'affaire le préoccupait, car il s'installa devant le feu, debout, la pipe entre les dents, l'œil méditatif dérivant parfois vers le message. Soudain, il me lança un regard chargé d'une inquiétante malice. « Je suppose, Watson, me dit-il, que nous pouvons vous considérer comme un homme de lettres. Comment définissez-vous le mot grotesque ? » « Bizarre, ridicule, remarquable, répondis-je. Il secoua la tête. Il implique sûrement quelque autre chose, du tragique, voire du terrible. Si vous vous rappelez certains de ces récits que vous avez infligés à un public indulgent, vous constaterez que souvent le grotesque se branche sur le criminel. Tenez, cette petite affaire des rouquins, par exemple. Au départ, elle paraissait simplement grotesque, et pourtant, elle s'est terminée sur une formidable tentative de cambriolage montée par des bandits prêts à tout. Ou encore cette affaire si ridicule des 5 pépins d'orange qui nous a menés jusqu'à une conspiration d'assassins. Le mot grotesque me met toujours sur mes gardes. « Vous venez de le lire » demandai-je. Il s'empara du télégramme. « Aventure tout à fait incroyable et grotesque vient m'arriver. Puis-je vous consulter ? Scott Eccles, poste restante, Charing Cross. » Ce télégramme émane-t-il d'un homme ou d'une femme ? Oh, d'un homme, certainement. Une femme n'aurait jamais envoyé un télégramme avec réponse payée. Elle serait venue. Vous allez le recevoir ? Mon cher Watson, vous savez comme je m'ennuie depuis que nous avons mis sous les verrous le colonel Carruthers. Mon esprit ressemble à un moteur de course. Il se détraque quand il n'exécute pas les exploits pour lesquels il est construit. La vie est banale, les journaux sont vides. L'audace et l'aventure semblent avoir déserté sans recours le monde du crime. Pouvez-vous, dans ces conditions, me demander si je suis disposé à m'intéresser au premier problème venu, si modeste soit-il ? Mais voici, sauf erreur, notre client. Un pas mesuré se faisait en effet entendre dans l'escalier, et un personnage solennellement respectable, grand, fort, à large favori gris, fut introduit. Sa lourde figure et la suffisance de ses manières nous racontaient sa vie. Depuis les guêtres jusqu'aux lunettes à monture d'or, il s'affichait conservateur, bon anglican, citoyen zélé, orthodoxe et conventionnel au dernier degré. Pourtant, il avait dû être le héros d'une aventure stupéfiante à en croire ses cheveux hérissés, ses joues colorées de passion et toute son agitation. Instantanément, il sauta dans le vif du sujet. « Il m'est arrivé, monsieur Holmes, quelque chose de très étrange et de très désagréable, » nous dit-il. « Jamais je ne me suis trouvé dans une situation pareille. Une situation scabreuse, tout à fait indigne. J'exige une explication. »
Dans sa colère, il s'enflait et soufflait. Holmes tenta de l'apaiser. « Voudriez-vous vous asseoir, monsieur Scott Eccles, et puis-je vous demander tout d'abord pourquoi c'est moi que vous êtes venu trouver ?»« Parce que, monsieur, cette affaire ne me semble point relever de la police. Cependant, quand vous serez au courant des faits, vous comprendrez que je ne pouvais pas en rester là. Les détectives privés sont des personnages pour lesquels je n'éprouve aucune sympathie. Néanmoins, ayant entendu parler de vous... » « Parfait. Mais deuxième question, pourquoi n'êtes-vous pas venu tout de suite ? » ?»« Que voulez-vous dire ?» Holmes regarda sa montre. « Il est 2h15. Votre télégramme a été expédié à 1h, mais il me suffit de jeter un simple coup d'œil sur votre tenue pour deviner que vos ennuis remontent à votre réveil. » Notre client passa une main sur ses cheveux ébouriffés, puis sur son menton bleui par une barbe en pleine offensive. « Vous avez raison, monsieur Holmes. Je n'ai certes pas songé à ma toilette. J'étais bien trop heureux de sortir d'une maison semblable. Mais j'ai procédé à quelques enquêtes avant de me rendre chez vous. Je suis allé à l'agence de location, vous comprenez, et on m'a dit que le loyer de monsieur Garcia était payé, et que tout était en règle à Wisteria Lodge. »« Allons, allons, monsieur, » fit Holmes en riant. « Vous êtes comme mon ami, le docteur Watson, qui a la détestable habitude de raconter ses histoires en commençant par la fin. Je vous en prie, mettez de l'ordre dans votre tête et faites-moi connaître, dans leur succession exacte, les événements qui vous ont fait sortir de chez vous sans être peignés ni lavés, avec des chaussures du soir et un veston boutonné de travers en quête de conseils et d'assistance. » Notre client inspecta d'un regard renfrogné sa tenue négligée. « Je dois vous faire une bien mauvaise impression, monsieur Holmes. Je ne me rappelle pas m'être jamais présenté ainsi. Mais je vais vous raconter toute cette affaire extraordinaire, et quand j'aurai terminé, vous conviendrez qu'elle avait de quoi me troubler. » Mais son récit fut stoppé avant l'exorde. Nous entendîmes un brouhaha au dehors, et Madame Hudson ouvrit notre porte pour introduire 2 individus robustes, très policiers en civil. L'un d'eux ne nous était pas inconnu. C'était l'inspecteur Gregson de Scotland Yard, fonctionnaire énergique, courageux et, s'il restait dans ses limites, capable. Il nous serra la main avant de nous présenter son compagnon, l'inspecteur Baines, de la police du Surrey. « Nous chassons le même gibier, monsieur Holmes, et notre piste nous conduit dans cette direction. » Il lança un regard de bulldog vers notre visiteur. « Êtes-vous monsieur John Scott Eccles, de Popham House, Lee ? » ?»« Oui. »« Nous vous recherchons depuis ce matin. »« Vous avez retrouvé sa trace grâce au télégramme, n'est-ce pas ? » interrogea Holmes. « Exactement, monsieur Holmes. Nous avons pris le vent au bureau de poste de Charing Cross, et nous sommes venus ici. »« Mais pourquoi me recherchez-vous ? Que désirez-vous ? » ?»« Nous voudrions vous entendre, monsieur Scott Eccles, sur les circonstances qui ont précédé la mort, la nuit dernière, de monsieur Aloysius Garcia, de Wisteria Lodge, près d'Esher. » Notre client s'était redressé, les yeux écarquillés et blancs comme un linge. « La mort ? Comment ? Il est mort ? » ?»« Oui, monsieur, il est mort. »« Mais comment ? Un accident ? » ?»« Un meurtre, pour appeler les choses par leur nom. »« Mon Dieu ! C'est épouvantable ! Vous ne voulez pas dire... Vous ne prétendez pas que je puisse être soupçonné ? On a trouvé dans la poche de la victime une lettre de vous, et nous avons appris par cette lettre que vous aviez eu l'intention de passer la nuit dernière dans sa maison. »« Mais oui, c'est ce que j'ai fait. »« Oh, vous y avez passé la nuit. » Les carnets officiels sortirent des poches. « Attendez un moment, Gregson, » intervint Sherlock Holmes. « Ce que vous désirez est une déposition complète, je suppose. » « Et il est de mon devoir d'avertir M. Scott Eccles qu'elle pourra être utilisée contre lui. » M. Scott Eccles était sur le point de tout me raconter quand vous êtes entré. Je crois, Watson, qu'un peu de cognac avec du soda ne lui ferait pas de mal. À présent, monsieur, je vous demande de ne tenir aucun compte de ces auditeurs supplémentaires, et je vous prie de procéder à votre exposé comme vous l'auriez fait si vous n'aviez pas été interrompu. Notre visiteur, ayant avalé le cognac, ses joues reprirent de la couleur. Il loucha vers les carnets officiels, puis commença son histoire extraordinaire. « Je suis célibataire et d'un tempérament sociable, nous dit-il. J'ai donc de nombreux amis. Parmi eux, je connais intimement la famille d'un brasseur retiré des affaires qui s'appelle Melville et qui habite Albemarle Mansion dans Kensington.
C'est à sa table que j'ai rencontré il y a quelques semaines un jeune garçon du nom de Garcia. D'après ce que je compris, il était d'origine espagnole et plus ou moins en rapport avec l'ambassade. Il parlait un anglais très correct, avait des manières agréables et me fit très bonne impression. Nous nous liâmes d'amitié, ce garçon et moi. Je crois que je lui plus tout de suite. 2 jours après notre première rencontre, il vint me voir à Lee. De fil en aiguille, il m'invita à passer quelques jours chez lui, à Wisteria Lodge, entre Esher et Oxshott. Hier soir, comme convenu, j'arrivai à Esher. Il m'avait parlé de sa maisonnée. Il habitait en compagnie d'un serviteur dévoué, espagnol lui aussi, qui était compétent en toutes choses. Ce domestique parlait l'anglais et tenait son ménage. Il s'enorgueillissait également d'un cuisinier merveilleux, un métis qu'il avait ramené de ses voyages, et qui était capable de confectionner un excellent dîner. Je l'entends encore me dire que ce n'était pas un personnel courant dans le Surrey, et je l'avais approuvé, mais il se révéla beaucoup moins banal que je ne le supposais. Je fis la route en voiture, 3 kilomètres au sud d'Esher. La maison était assez grande, retirée au bout d'une avenue bordée d'arbustes verts de grande taille. Le bâtiment me parut vieux, croulant, au comble du délabrement. Quand le cabriolet s'arrêta devant la porte souillée par les intempéries, je commençai à douter de ma perspicacité et me demandai s'il était sage que j'allasse passer quelques jours chez quelqu'un que je connaissais si peu. Il m'ouvrit lui-même et m'accueillit avec une cordialité exubérante. Il me confia ensuite à son serviteur, petit bonhomme basané et mélancolique, qui prit ma valise et qui me conduisit à ma chambre. Dans cette maison, tout était déprimant. Nous dînâmes en tête-à-tête. Bien que mon hôte fît de son mieux pour me divertir, son esprit paraissait être constamment ailleurs. Il me parlait d'une manière confuse et avec un accent si farouche que j'avais du mal à le comprendre. Il tambourinait sur la table avec ses doigts, il se rongeait les ongles, il multipliait les signes d'énervement. Quant au repas, il n'était pas mieux cuisiné que servi. La présence du serviteur taciturne ne contribua pas à nous ragaillardir. Je vous assure qu'à plusieurs reprises au cours de cette soirée, j'aurais voulu inventer une excuse pour pouvoir rentrer à Lee. Un détail me revient en mémoire. Peut-être est-il en rapport avec l'affaire sur laquelle messieurs vous enquêtez. Sur le moment, je n'y attachai aucune importance. Vers la fin du dîner, le domestique remit une lettre à mon hôte. Celui-ci, après l'avoir lue, me parut encore plus distrait et plus bizarre qu'auparavant. Il renonça aux frais d'une conversation et s'assit en fumant cigarette sur cigarette. Il s'abandonna à ses pensées, mais il ne me fit aucune allusion au contenu de la lettre. Vers 11 heures, je fus ravi d'aller me coucher. Un peu plus tard, Garcia entr'ouvrit ma porte. La chambre était plongée dans l'obscurité. Il me demanda si j'avais sonné. Je lui répondis que je n'avais pas sonné. Il s'excusa de m'avoir dérangé si tard. Il était, me précisa-t-il, près d'1 heure du matin. Après cet intermède, je m'endormis d'un sommeil de plomb. J'en viens maintenant à la partie extraordinaire de mon récit. Quand je m'éveillai, il faisait grand jour. Je regardai ma montre. Elle marquait 9 heures. Comme j'avais insisté pour être réveillé à 8, je fus surpris qu'on m'eût oublié. Je me levai et sonnai. Pas de réponse. J'en déduisis que la sonnette était hors d'usage. Je m'habillai hâtivement et je descendis, de très mauvaise humeur, pour commander de l'eau chaude. Vous pouvez deviner mon étonnement quand je découvris qu'en bas il n'y avait personne. J'appelai dans le couloir, pas d'écho. Je courus de chambre en chambre, toutes étaient vides. La veille au soir, mon hôte m'avait montré où il couchait. Je frappai à sa porte, en vain. Je tournai le loquet et entrai, personne. Le lit n'était pas défait. Garcia était parti avec les autres. Mon hôte étranger, le domestique étranger, le cuisinier étranger, tous s'étaient évanouis dans la nuit. Ainsi se termina mon séjour à Wisteria Lodge. Sherlock Holmes se frotta les mains et poussa un petit rire. Il se préparait à ajouter cet épisode grotesque à sa collection d'histoires étranges. « Voilà une aventure qui, à ma connaissance, est unique en son genre, » s'écria-t-il. « Puis-je vous demander, monsieur, ce que vous avez fait ensuite ?»« J'étais furieux. Ma première idée fut que j'avais été victime d'une farce absurde. Je refis ma valise, claquai la porte derrière moi et me mis en route vers Esher, ma valise à la main. Je m'arrêtai dans le village chez Allan Brothers, la principale agence de location, et j'appris que c'était elle qui avait loué la villa. Je pensais que le scénario n'avait pas été monté simplement dans le but de se payer ma tête, mais plutôt pour déménager à la Cloche de Bois. Nous sommes fin mars, comprenez-vous, et le terme est proche. Cette hypothèse se révéla erronée.
L'agent de location me remercia d'avoir eu l'obligeance de le prévenir, mais il ajouta que le loyer avait été payé d'avance. Alors, je regagnai la capitale et je me rendis à l'ambassade d'Espagne. Mon gaillard y est inconnu. Je suis ensuite allé chez Melville, qui m'avait présenté Garcia. Il en sait encore moins que moi sur son compte. Finalement, quand j'ai eu votre réponse à mon télégramme, j'ai couru chez vous, car je crois que vous êtes un conseiller pour cas difficiles. Mais maintenant, monsieur l'inspecteur, je déduis de ce que vous avez dit en pénétrant ici, que l'histoire ne s'arrête pas là et qu'une tragédie a eu lieu. Je vous assure en tout cas que je vous ai dit toute la vérité, et que, cela mis à part, je ne sais absolument rien de ce qui est arrivé à cet homme. Mon unique désir est d'aider la loi par tous les moyens en mon pouvoir. J'en suis sûr, monsieur Scott Eccles, tout à fait sûr, dit l'inspecteur Gregson d'une voix très aimable. Votre déclaration correspond aux faits tels qu'ils sont venus à notre connaissance. Par exemple, cette lettre qui a été remise au cours du dîner. Avez-vous, par hasard, remarqué ce que M. Garcia en a fait? Oui, Garcia en a fait une boulette et l'a jetée dans le feu. Qu'en pensez-vous, monsieur Baines? Le détective local était de forte taille, bouffi, rougeau. Sa figure aurait été très vulgaire si elle n'avait été rachetée par deux yeux merveilleusement clairs, presque occultés par les lourds plis graisseux des joues et du front. Il sourit avec effort et tira de sa poche un morceau de papier plié et décoloré. C'était une grille à griffes, monsieur Holmes. En jetant la boulette au feu, il l'a lancée trop haut. Je l'ai ramassée derrière la grille, intacte. Holmes lui dédia un sourire de connaisseur. Il a fallu que vous examiniez la maison avec grand soin pour trouver cette boulette de papier. Je l'ai trouvée, monsieur Holmes. Je suis comme ça. Puis-je la lire, monsieur Gregson? Le détective londonien acquiesça d'un signe de tête. La lettre est écrite sur du papier couleur crème ordinaire, sans filigrane. Un quart de feuillet. Le papier a été coupé en 2 coups de ciseaux à lame courte. Il a été plié 3 fois et scellé avec de la cire rouge étalée hâtivement et pressé par un objet plat et ovale. La lettre est adressée à M. Garcia, Wisteria Lodge. Elle contient ces lignes. Nos couleurs, vert et blanc. Le vert ouvert, le blanc fermé. Grand escalier, premier corridor, 7e à droite, porte rembourrée. Bonne chance. D. C'est une écriture de femme. Cette femme s'est servie d'une plume bien taillée, mais l'adresse a été rédigée avec une autre plume ou par quelqu'un d'autre. L'écriture est plus épaisse, plus pleine, comme vous le voyez. Très intéressant message, fit Holmes en le regardant. Je dois vous féliciter, monsieur Baines, du soin que vous avez apporté à l'examiner en détail. Quelques petits points insignifiants pourraient sans doute compléter vos indications. Le cachet ovale est sans aucun doute un bouton de manchette. Quel autre objet a cette forme? Les ciseaux étaient des ciseaux à ongles, recourbés. Pour aussi courts que soient les coups de ciseaux, vous pouvez distinguer la même courbure dans chacun des deux. Le détective du Surrey émit un petit rire. « Moi qui croyais avoir exprimé tout le jus du citron, fit-il, mais je confesse que cette lettre ne m'explique rien du tout, sinon qu'il y avait quelque chose en train et qu'une femme, comme par hasard, était l'instigatrice. » Pendant cette conversation, M. Scott Eccles s'était trémoussé sur sa chaise. « Je suis heureux que vous ayez trouvé cette lettre puisqu'elle confirme mon récit, dit-il. Mais je me permets de vous faire observer que j'ignore ce qui est arrivé à M. Garcia et ce que sont devenus ses domestiques. » En ce qui concerne Garcia, dit Gregson, la réponse est simple. Il a été trouvé mort ce matin sur le pré communal d'Oxshott, à 1500 mètres de chez lui. Sa tête avait été fracassée à coups de sac de sable ou d'un objet du même genre. Elle a été réduite en bouillie. C'est un endroit isolé. Aucune maison à moins de 400 mètres. Apparemment, il a été d'abord frappé par derrière, mais son agresseur a continué à l'assommer longtemps après sa mort. L'attaque a été féroce. Aucune trace de pas, aucun indice qui permette d'identifier les criminels. La victime a-t-elle été dévalisée? Non, elle n'a été l'objet d'aucune tentative de vol. Cela est très pénible et terrible, articula M. Scott Eccles d'une voix chevrotante. Mais c'est aussi extrêmement pénible pour moi. Qu'ai-je à voir dans une promenade de mon hôte, dans je ne sais quelle excursion nocturne et dans une faim aussi affreuse? Comment se peut-il qu'on me mêle à une pareille affaire? Tout bonnement, monsieur, répondit l'inspecteur Baines.
parce que le seul papier trouvé dans les poches du défunt était une lettre de vous annonçant que vous seriez son invité justement la nuit où il est mort. C'est l'enveloppe de cette lettre qui nous a permis d'identifier le cadavre. Nous sommes arrivés chez lui après 9 heures. Personne n'était sur les lieux. J'ai télégraphié à M. Gregson pour qu'il vous recherche à Londres pendant que je fouillais Wisteria Lodge. Puis je suis venu à Londres. J'ai rencontré M. Gregson, et nous voici. Je crois maintenant, dit Gregson en se levant, que nous ferions mieux de donner à l'affaire un caractère officiel. Monsieur Scott Eccles, vous allez nous accompagner au commissariat, et nous enregistrerons votre déposition par écrit. Certainement. Allons-y tout de suite. Mais je réclame vos services, monsieur Holmes. Je désire que vous n'épargniez ni argent ni peine pour découvrir la vérité. Mon ami se tourna vers le détective du Surrey. Je suppose que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je collabore avec vous, monsieur Baines. J'en serai très honoré, monsieur, bien sûr. Vous paraissez avoir été très rapide et efficace dans tout ce que vous avez fait. Y a-t-il une présomption, si j'ose ainsi vous questionner, relative à l'heure exacte où la victime a trouvé la mort? Il était là depuis 1 heure du matin. La pluie s'est mise à tomber à peu près à ce moment-là. Il était mort avant la pluie. Mais c'est tout à fait impossible, monsieur Baines, s'écria notre client. Sa voix était reconnaissable entre mille. Je suis prêt à jurer que c'est lui qui m'a parlé à cette heure-là dans ma chambre à coucher. Coïncidence remarquable, mais nullement impossible, murmura Holmes en souriant. Vous avez un indice? Interrogea Gregson. À première vue, l'affaire n'est pas très complexe, bien qu'elle offre quelques particularités intéressantes. Mais avant que je hasarde un avis décisif et final, une étude plus approfondie des faits m'est nécessaire. À propos, monsieur Baines, n'avez-vous pas déniché autre chose d'intéressant quand vous avez fouillé la maison? Le détective regarda mon ami d'une manière singulière. Il y avait, répondit-il, 2 ou 3 petites choses intéressantes. Quand j'aurai terminé au commissariat, peut-être voudrez-vous venir avec moi et me donner votre opinion sur ces détails. Je suis entièrement à votre disposition, dit Sherlock Holmes en sonnant. Voulez-vous reconduire ces messieurs, madame Hudson, et, s'il vous plaît, faire porter ce télégramme par le chasseur. Il aura à payer une réponse de 5 shillings. Une fois nos visiteurs sortis, nous demeurâmes silencieux. Holmes tirait méditativement sur sa pipe. Il avait ramené ses sourcils devant ses yeux et il portait la tête en avant dans l'une de ses attitudes caractéristiques. Puis, il se tourna brusquement vers moi. « Alors, Watson, que dites-vous de tout cela ?» Je n'arrive pas à comprendre la signification de la mystification infligée à Scott Eccles. Mais le crime. Eh bien, si on le rapproche de la disparition des compagnons de Garcia, il me semble qu'ils ont été mêlés au crime et qu'ils se sont enfuis pour échapper à la justice. C'est une hypothèse évidemment plausible. Par ailleurs, vous admettrez bien qu'il est curieux que les 2 domestiques aient tramé un complot contre lui et qu'ils soient passés à l'exécution la seule nuit où il avait un invité. N'importe quel autre soir de la semaine, ils l'avaient à leur merci. Alors, pourquoi se sont-ils enfuis? Voilà. Pourquoi se sont-ils enfuis? C'est la grosse question. Une autre grosse question, c'est l'aventure peu banale de notre client Scott Eccles. Cela dit, mon cher Watson, est-ce trop demander à l'intelligence humaine de trouver une explication qui réponde à ces 2 grosses questions? S'il en existait une qui rendît compte aussi du mystérieux message à la phraséologie si peu ordinaire, alors nous pourrions l'accepter comme hypothèse provisoire. Pour peu que les faits nouveaux qui vont nous être soumis cadrent avec elle, la dite hypothèse peut devenir une solution. Mais quelle est cette hypothèse? Holmes s'adossa sur sa chaise en fermant à demi les yeux. Vous conviendrez, mon cher Watson, que la thèse d'une farce ne résiste pas à l'examen. De graves événements se préparaient, comme la suite l'a montré, et l'invitation de Scott Eccles à Wisteria Lodge est en rapport avec eux. De quelle manière? Prenons les maillons de la chaîne les uns après les autres. À première vue, je décèle quelque chose d'anormal dans cette amitié soudaine et étrange qui s'établit entre le jeune Espagnol et Scott Eccles. C'est l'Espagnol qui est à son origine. Le surlendemain du jour où il a fait sa connaissance, il se rend chez lui à l'autre bout de Londres et il le fréquente assidûment par la suite jusqu'à ce qu'il obtienne la promesse d'une visite à Esher. Que voulait-il d'Eccles? À quoi Eccles pouvait-il lui servir? Je ne distingue en notre client aucun attrait particulier. Il n'est pas spécialement intelligent, il ne possède aucune de ces qualités qui conviennent à l'esprit d'un latin. Pourquoi donc a-t-il été élu entre toutes les relations de Garcia? En quel honneur?
parce qu'il représente parfaitement le type conventionnel du respectable Anglais. Il est le témoin rêvé pour impressionner un autre Anglais. Vous avez vu par vous-même comme ni l'un ni l'autre des deux inspecteurs n'ont songé à mettre en doute sa déposition, pourtant assez extraordinaire. Mais de quoi devait-il être témoin? De rien, étant donné la façon dont les choses se sont déroulées, mais de l'essentiel si elles s'étaient passées autrement. Voilà comment je comprends l'affaire. En somme, il aurait servi d'alibi. Exactement, mon cher Watson. Il aurait pu servir d'alibi. Supposons, pour l'amour de l'argumentation, que les domestiques de Wisteria Lodge soient ses complices pour je ne sais quelle entreprise. Quelle que soit celle-ci, elle doit être accomplie avant 1 heure du matin. À la suite d'un tripotage des horloges, il est bien possible que Scott Eccles ait été convié à gagner sa chambre plus tôt qu'il ne le croyait. Mais ce qui est vraisemblable, c'est que lorsque Garcia est allé lui dire qu'il était 1 heure du matin, il ne devait pas être beaucoup plus de minuit dans la réalité. Si Garcia pouvait mettre à exécution son projet et être de retour à l'heure indiquée, il était alors en mesure de répondre puissamment à n'importe quelle accusation. Cet Anglais irréprochable aurait juré devant n'importe quel tribunal que l'accusé n'avait pas bougé de chez lui. C'était une garantie contre le pire. Bon, cela je le comprends. Mais la disparition des autres? Je ne dispose pas encore de tous les éléments, mais je n'entrevois pas de difficultés insurmontables. Encore est-ce une erreur de discuter avant d'avoir toutes les informations. Insensiblement, on les déforme pour les faire coller avec ces théories. Et le message? Le texte était « Nos couleurs vert et blanc ». On dirait qu'il s'agit de courses de chevaux. Le vert ouvert, le blanc fermé, c'est manifestement un signal. Grand escalier, premier corridor, 7e à droite, porte rembourrée. C'est un rendez-vous. Nous trouverons peut-être un mari jaloux derrière tout cela. C'était sûrement un rendez-vous dangereux. Elle n'aurait pas ajouté bonne chance dans le cas contraire. D. Cela devrait nous guider quelque part. Garcia était espagnol. D. Ne serait-il pas mis là pour Dolores, qui est un prénom commun en Espagne? Bien, Watson, très bien, mais tout à fait impossible. Une Espagnole s'adressant à un Espagnol aurait écrit en espagnol. L'auteur du message est certainement une Anglaise. Eh bien, nous n'avons plus qu'à nous armer de patience en attendant le retour de ce brave inspecteur. En attendant, rendons grâce à la chance. Elle nous sauve pour quelques heures des fatigues insupportables de l'oisiveté. Avant le retour de l'inspecteur du Surrey, Holmes reçut une réponse à son télégramme. Il la lut et allait la ranger dans son carnet quand il vit la question que posait mon visage. Il me la tendit en riant. « Nous naviguons dans les hautes eaux, me dit-il. Le télégramme était une liste de noms et d'adresses. Lord Haringby, The Dingle, Sir George Folliot, Oxshott Towers, Monsieur Heinz, juge de paix, Purday Place, Monsieur James Baker Williams, Forton Old Hall, Monsieur Anderson, Highgable, Révérend Joshua Stone, Never Walsling. C'était le moyen le plus simple pour limiter notre champ d'opération, me dit Holmes. Sans aucun doute, Baines, avec son esprit méthodique, a déjà adopté un plan analogue. Je ne comprends pas tout à fait. Voyons, mon cher ami, nous en sommes déjà arrivés à la conclusion que le message reçu par Garcia pendant le dîner était un rendez-vous ou une invitation. Si j'interprète correctement le texte, il faut, pour atteindre le lieu du rendez-vous, gravir un escalier principal et chercher la 7e porte dans un couloir. Il est donc évident que la maison en question est vaste. Il est non moins certain qu'elle ne peut pas être située à plus de 2 ou 3 kilomètres d'Oxshott, puisque Garcia marchait à pied dans cette direction et qu'il espérait, selon ma thèse, être de retour à Wisteria Lodge à temps pour se prévaloir d'un alibi, lequel n'était valable que jusqu'à 1 heure du matin. Comme le nombre des vastes habitations dans les environs immédiats d'Oxshott doit être limité, j'ai envoyé à l'agence immobilière locale citée par Scott Eccles un télégramme demandant de m'en fournir la liste. La voici. L'autre extrémité de notre écheveau embrouillé se trouve sans doute parmi ces noms-là. Il était près de 6 heures quand nous arrivâmes au petit village d'Esher en compagnie de l'inspecteur Baines. Holmes et moi avions emporté un nécessaire de toilette et nous élûmes domicile dans un appartement confortable de l'hôtel du Taureau. Après quoi, nous nous remîmes en route avec le détective pour Wisteria Lodge. C'était un soir de mars sombre et froid. Le vent aigre et la pluie nous fouettaient le visage.
exactement l'ambiance qui convenait au décor d'une tragédie. Et c'est la fin de la première partie du premier chapitre. Nous marquons une courte pause, les amis. Ok. Et ben là, je sais pas ce qui est je vais dire à l'initiative de cette humeur. Peut-être que j'étais de bonne humeur avant le live, je sais pas. En tout cas, je suis bien entré dans la lecture. Je suis assez pris. Je trouve que ça fonctionne bien. Et je me demande si, à titre personnel, Sherlock Holmes ne va pas fonctionner davantage en nouvelle qu'en roman, pour ma part. Parce que là, je trouve que justement, on a un peu... J'en ai déjà parlé certainement dans mes épisodes précédents sur l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, mais je trouve qu'on a vraiment tous les éléments du mythe holmesien. Je trouve qu'on retrouve tout ce qui fait la saveur du personnage et qui a été ensuite décliné et employé dans des tas et des tas de films, de séries qui reprennent le principe du personnage sans même forcément utiliser Sherlock Holmes. Au-delà même des films et des séries Sherlock Holmes qui sont très nombreux, on pourrait citer Dr House, on pourrait citer Bones, on pourrait citer Frank Castle, là, comment il s'appelle déjà? C'est ça le nom de la série? Enfin, je sais plus, mais bref, il y a énormément de séries feuilletonnantes qui utilisent vraiment le même principe, le même modèle de personnage. Un personnage un peu surdoué. Je sais pas, je pense à Lie to Me, je pense à Numbers aussi. Enfin, là, c'est peut-être des séries un peu plus vieilles, mais en fait, il y a des tonnes de séries comme ça où le personnage principal a des capacités un peu hors normes dans un domaine, une intelligence un peu hors norme, et du coup va être amené à utiliser ses capacités pour défaire un problème un peu alambiqué. Donc là, je trouve qu'on trouve vraiment tous les ingrédients auxquels on pourrait s'attendre, je trouve, sur un Sherlock Holmes. Et je pense que c'est pas pour rien que ce modèle a trouvé un si grand succès à être transposé en série. Parce que je pense que ça marche très bien pour le format nouvelle, pour le format court, si je peux dire. Plus peut-être que pour le format film et ou le format roman. En tout cas, c'est mon premier a priori, là, comme ça, mon premier avis, on va dire, à chaud. On a lu que 20 pages, hein, bon, c'est peut-être un peu tôt pour dire définitivement mon avis, mais je pense que je ressens la chose un peu comme ça actuellement. Parce que là, du coup, ça perd pas son temps. Je pense que les romans de Sherlock Holmes, j'avais été un peu étonné parce que peut-être qu'il y avait un peu plus de temps pour s'ennuyer, avec des guillemets. Alors que là, ça va vite. Et ça me marque. Ça va très vite, je trouve. Et du coup, d'avoir un personnage comme Holmes qui fascine son entourage, qui fascine Watson, par exemple, le narrateur, qui fascine les autres officiers de police et ainsi de suite, ou même ses clients, enfin voilà, qui a une réputation, quoi. Et ben le fait que ça aille vite, le fait que ça aille très très vite, que ça s'enchaîne parce que c'est une nouvelle qui a pas beaucoup de pages et qu'il faut vite avancer dans l'enquête quelque part, et ben je trouve que ça fit bien pour montrer un peu le caractère exceptionnel de l'intelligence du personnage. Donc là, franchement, je suis bien dedans et je trouve que ça marche bien. Je trouve que ça match bien. Je trouve que la nouvelle, dans ce que j'ai lu jusqu'à présent en tout cas, je trouve que la nouvelle va beaucoup plus à l'essentiel de ce qu'est le personnage de Sherlock Holmes. Alors, Miss Perrine qui nous dit dans le chat, comme c'est une nouvelle, on entre direct dans l'histoire, je suis d'accord avec toi, dans les romans, il y a plus de longueur. Oui, voilà, on est assez d'accord. Ça se présente toujours un peu de la même manière, hein, c'est-à-dire quelqu'un, enfin, en tout cas, c'est souvent comme ça, quelqu'un vient lui demander de l'aide sur une enquête parce que, justement, sa renommée n'est plus à faire. Maintenant, j'ai hâte de voir un peu où est-ce que ça va aller.
Déjà là, je trouve que c'est vachement intéressant certaines manières qu'a eu de penser Sherlock Holmes sur, sur le fait, par exemple, en fait, c'est ça, d'avoir précédé l'intelligence collective, entre guillemets, d'avoir déjà envoyé une lettre pour déjà faire un gros tri et dire, bon bah voilà, voilà une liste de noms, notre homme est dans cette liste de noms, avec un argumentaire plutôt implacable. Donc ça marche bien. Ça marche bien. Je trouve que c'est le danger grave des œuvres du genre policier, en fait. C'est que si les argumentaires euh, semblent un peu sortis du chapeau et semblent un peu légers, bah du coup on n'est pas du tout investi parce on se dit pas le personnage est brillant, on se dit Deus ex machina, l'auteur a. En fait c'est ça, je trouve que la limite est très très fine entre un genre policier réussi qui du coup nous fascine par un personnage brillant qui trouve les solutions, euh, qui semble évidente qu'à lui mais qui nous semble évidente ensuite à nous parce qu'il nous a convaincus, et un personnage qui ne nous convainc pas et qui du coup nous fait complètement sortir de l'histoire, je trouve. Donc quelque part, est-ce que le genre policier c'est pas un genre ultra exigeant, soit qui fonctionne 100%, soit qui fonctionne pas. Il n'y a pas de ça fonctionne un peu, je trouve, en genre policier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est assez binaire, quoi. C'est soit ça fonctionne et t'es embarqué et tu crois au truc et voilà. Soit tu trouves l'argumentaire pas solide, pas cohérent, tu trouves que les solutions du génie tombent un petit peu du ciel. Et du coup, juste ça te sort de toute l'histoire parce que c'est tout l'intérêt de ces histoires-là en général. C'est tout le sel de ces histoires-là en général. Même si je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà dit à l'époque de la lecture des romans, et je réitère ici. Il y a aussi une autre qualité chez Arthur Conan Doyle qui n'est pas à négliger. C'est quand même qu'il a une plume assez littéraire, je trouve. En tout cas, il a un style très reconnaissable. Il a un style très reconnaissable et très agréable. Je trouve que ça se dit hyper fluide. Ça se, ça se comprend hyper fluide. Il y a le personnage de Sherlock Holmes qui est un petit peu amusé sans arrêt depuis le début de cette nouvelle. Euh, il y a un ping-pong possible avec les autres personnages, avec Watson, mais aussi avec l'autre officier de police. Donc, non, je trouve que franchement, il y a une fluidité euh, dans le, comment dire, dans la déduction, voilà, c'est le mot que je cherchais, dans la déduction du personnage de Sherlock Holmes, qui se retranscrit aussi dans une fluidité de la langue, et donc ça rend tout ça très agréable. Bien, sur ce, je vous propose de poursuivre et terminer avec la partie 2, le chapitre 2. Je crois que j'ai dit chapitre 1 pour le début, donc je vais dire chapitre. De la même manière, j'ai pas envie de couper en plein milieu d'une partie, donc je vais la lire d'une traite. Sauf que cette fois-ci, ça va prendre un petit peu plus de temps. Je pars sur 25 pages, en gros. Donc ça va être un peu plus long. Je vous reviens dans, je pense, 30, 40, ouais, au moins 40 minutes, je pense, sur le chat. Et à tout à l'heure, Miss Perrine. Euh, Est-ce que... Ok, non. On va pas faire ça ce soir parce que pour le moment, sauf si à un moment dans ma lecture, je vois quelque chose qui me marque. Mais je pense que je vais pas faire ça ce soir parce que, tout simplement, on est en train de redécouvrir une œuvre, on est en train de commencer une œuvre. Donc j'ai envie de me concentrer sur la lecture et voir où ça nous mène et voir combien de temps ça va nous prendre et tout. Mais on reprendra le concept que j'avais commencé à mettre en place, vous savez, des mots de la fin. Donc ce concept où à la fin d'une lecture, on va checker quelques mots sur Internet,
On va checker des lieux, des personnages historiques, etc. Ou des mots qu'on aurait rencontrés dans le bouquin. Mais ouais, je pense qu'on va pas le faire aujourd'hui. Si on le fait aujourd'hui, de toute manière, ce sera à la fin du live. Bonne écoute à tous et à toutes. À dans quelques minutes pour la fin. Faut que j'arrête de me répéter. On est parti. Je meurs de chaud. Chapitre 2. Le tigre de San Pedro. Une marche de 3 kilomètres nous mena devant une haute porte à claire-voie qui ouvrait sur une avenue maussade bordée de noisetiers. Cette avenue aboutissait à une maison basse, sombre, qui détachait sa masse noire contre le ciel ardoisé. Derrière une fenêtre à gauche de la porte brillait une petite lumière. « Il y a un agent de faction », nous expliqua Baines. « Je vais frapper au carreau. » Il traversa une petite pelouse gazonnée et cogna à la vitre. Je distinguai par la fenêtre embuée un homme qui bondit d'une chaise placée à côté du feu, et j'entendis un cri aigu dans la pièce. Une minute plus tard, un agent livide, haletant, nous ouvrit la porte. La bougie tremblait dans sa main. « Que se passe-t-il, Walters ?» interrogea Baines d'un ton sec. L'agent essuya son front avec son mouchoir et poussa un profond soupir de soulagement. « Je suis bien content que vous soyez revenu, monsieur. La soirée a été longue, et je ne pense pas que mes nerfs soient aussi solides qu'ils l'ont été. »« Vos nerfs, Walters ? Je n'aurais jamais cru que vous aviez des nerfs dans le corps. »« C'est, monsieur, cette maison isolée, silencieuse, et puis cette chose étrange dans la cuisine. Alors, quand vous avez tapé au carreau, j'ai pensé que ça recommençait. »« Que quoi recommencer ? » ?»« Le diable, monsieur, j'en suis sûr. C'était à la fenêtre. »« Quoi à la fenêtre ? Et quand ? » ?»« Il y a 2 heures à peu près. Le jour commençait à faiblir. J'étais assis sur cette chaise en train de lire. Je ne sais pas pourquoi j'ai levé les yeux, mais j'ai vu une tête qui me regardait par le carreau du bas. Mon Dieu, monsieur, quelle tête c'était ! Oh, je la reverrai dans mes rêves. »« Allons, Walters, ce n'est pas un langage digne d'un agent de police. »« Je le sais, monsieur, je le sais. Mais j'ai été bouleversé, monsieur, et il ne servirait à rien de le nier. Ce n'était pas une tête de nègre, monsieur, ni une tête de blanc, ni une tête d'une couleur que je connais. Imaginez une sorte d'argile avec des taches laiteuses. Et puis sa taille, 2 fois la vôtre, monsieur, et son regard, des grands yeux fixes à fleur de tête, et des dents, blanches comme celles d'une bête féroce affamée. Je vous le dis, monsieur, je n'ai pas pu bouger un doigt ni respirer avant que la tête ait disparu. Alors je me suis précipité dehors et j'ai fouillé les fourrés, mais grâce à Dieu, je ne l'ai pas retrouvé. »« Si je ne savais pas que vous êtes un brave, Walters, je vous infligerais une mauvaise note. En admettant que le diable en personne soit venu, un agent en service ne devrait jamais rendre grâce à Dieu de n'avoir pu l'attraper. Je suppose que dans cette histoire, il n'y a pas qu'une hallucination ou l'effet d'une trop grande nervosité. » »« La réponse est facile, » fit Holmes en allumant sa petite lampe de poche pour examiner la pelouse. « Oui, on dirait une pointure de 48. Si la taille de l'individu en question correspond à celle de ses pieds, il s'agit certainement d'un géant. »« Par où s'est-il enfoui ? » ?»« Sans doute par les fourrés qu'il a traversés pour regagner la route. »« Bien, » murmura l'inspecteur avec un visage grave et pensif. « Quel qu'il soit, quel qu'ait été le but de sa visite, pour l'instant il a disparu, et des contingences plus immédiates nous réclament. Avec votre permission, monsieur Holmes, je vais vous faire le tour de la maison. » Les diverses pièces, chambres ou salons, n'avaient rien révélé à une inspection minutieuse. Selon toutes apparences, les locataires n'avaient pratiquement rien apporté de personnel, et l'ameublement se trouvait dans la maison avant leur arrivée. Une grande quantité de vêtements, marqués Marks & Co., High Holborn, avaient été abandonnés. Une enquête télégraphique nous apprit que Marks ignorait tout de son client, sauf qu'il avait payé comptant. Des objets insignifiants, quelques pipes, des romans dont 2 en espagnol, un vieux revolver, une guitare, figuraient au nombre des biens personnels de Garcia. « Rien dans tout ça, » déclara Baines, qui furetait de pièce en pièce la bougie à la main. « Mais maintenant, monsieur Holmes, je requiers toute votre attention pour la cuisine. » La cuisine était une pièce obscure à haut plafond, située sur l'arrière de la maison. Dans un angle, une paillasse devait servir de lit au cuisinier. La table était couverte de plats à demi vidés et d'assiettes sales, relief du dîner de la veille. « Regardez, » dit Baines. « Que pensez-vous de cela ?»
Il leva sa bougie pour éclairer un objet extraordinaire placé au fond du buffet. Un objet si ridé, si rétréci, si desséché, qu'il était difficile de l'identifier. Tout ce que l'on pouvait en dire, c'était qu'il était noir et présentait l'aspect du cuir, et aussi qu'il ressemblait vaguement à une silhouette de nain. Au premier coup d'œil, je crus qu'il s'agissait d'un bébé nègre momifié. Au deuxième, je pensais à un singe tout tordu par les ans. Au troisième, je ne savais plus si c'était un animal ou un être humain. Un double rang de coquillages blancs le ceignait en son milieu. Très intéressant, vraiment très intéressant, fit Holmes en contemplant cette relique sinistre. Rien de plus ? Sans dire un mot, Baines nous mena vers l'évier et l'éclaira. Les membres et le corps d'un grand oiseau blanc, mis sauvagement en pièces sans avoir été plumé, s'y étalaient en désordre. Holmes désigna la barbe de la tête. « Un coq blanc, dit-il. Tout à fait intéressant. L'affaire est décidément très curieuse. » Mais M. Baines ménageait ses effets. Il alla chercher sous l'évier un seau en zinc qui contenait du sang. Puis il prit sur la table une écuelle où étaient entassés de petits morceaux d'os calcinés. « On a tué et brûlé quelque chose. Nous avons tout sorti du feu. Le docteur qui est venu ce matin nous a dit qu'il ne s'agissait pas de débris humains. » Holmes sourit et se frotta les mains. « Mes compliments, inspecteur. Vous voici chargé d'une affaire aussi particulière qu'instructive. Si je puis m'exprimer ainsi sans vous offenser, vos qualités me semblent supérieures aux occasions qui vous permettent de les déployer. » Les petits yeux de l'inspecteur Baines papillotèrent de plaisir. « Vous avez raison, monsieur Holmes. En province, on s'encroute. Une affaire de cette taille me donne une chance. J'espère que je la saisirai. Quelle est votre idée sur ces os ? Un agneau, probablement, ou un chevreau. Et le coq blanc ? Bizarre, monsieur Baines, très bizarre. Je devrais même dire exceptionnel. N'est-ce pas, monsieur ? Cette maison a dû être habitée par de drôles de gens qui avaient de drôles de mœurs. L'un de ses habitants est mort. Ses compagnons l'ont-ils suivi et assassiné ? Dans ce cas, nous devrions les capturer, car tous les ports sont alertés. Mais mon point de vue est différent. Oui, monsieur, j'ai une autre opinion. Une opinion opposée ? Une opinion qui va me guider, monsieur Holmes. C'est à moi seul que je la dois, et je vais m'employer à la vérifier. Votre réputation est établie. La mienne est à établir. Je serai heureux de pouvoir dire plus tard que j'ai résolu le problème sans votre concours. Holmes rit avec bonne humeur. Très bien, inspecteur. Suivez votre voie. Je suivrai la mienne. Mes résultats seront toujours à votre service pour le cas où vous voudriez me consulter. Je crois que j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir dans cette maison et que je pourrais mieux employer mon temps ailleurs. Au revoir et bonne chance. J'étais sûr, et ma conviction était due à de nombreux petits symptômes qui auraient échappé à quiconque sauf moi-même, que Holmes était sur une piste chaude. Un observateur de hasard n'aurait pas remarqué que son attitude s'était légèrement départie de son impassibilité. Et son ardeur soudain concentrée, une lueur plus intense dans ses yeux clairs, des gestes plus dégagés, m'assuraient que le gibier était levé. Selon son habitude, il demeura bouche cousue, et je ne fis rien pour l'arracher à son mutisme. C'était déjà bien beau que je puisse partager sa chasse et apporter ma modeste contribution à la capture finale. Je n'avais pas à le distraire par des interruptions futiles. Chaque chose viendrait en son temps. J'attendis donc, mais avec une déception croissante, j'attendis en vain. Les jours se succédaient et mon ami ne prenait aucune initiative. Il passa une matinée à Londres. J'ai appris par hasard qu'il avait visité le British Museum. En dehors de cette longue promenade, il occupait ses journées par de longues excursions solitaires, à moins qu'il ne bavardât avec des gens du village. « Je suis sûr, Watson, qu'une semaine à la campagne vous fera un bien considérable, » me dit-il. « Il est très agréable de voir revenir les premiers bourgeons verts sur les haies et les chatons sur les noisettes. Avec un sarcloir, une boîte en fer-blanc et un manuel de botanique élémentaire, je prévois des journées très instructives. » Il s'était procuré cet équipement, mais le soir venu, il ne rapportait que de rares échantillons de plantes. Il nous arrivait de rencontrer l'inspecteur Baines. Quand il saluait mon compagnon, sa grosse figure rougeaude se fendillait de sourires et ses petits yeux luisaient. Il ne nous parlait guère de l'affaire, mais du peu qu'il nous en disait, nous déduisions qu'il n'était pas trop mécontent du cours des événements. J'avoue toutefois que je fus abasourdi quand, 5 jours après le crime, j'ouvris mon journal du matin et lus un gros titre. Le mystère d'Oxshott. Une solution. Arrestation de l'assassin présumé. Holmes bondit comme s'il avait été piqué quand je lui fis part de la nouvelle. « Par Jupiter !»
s'écria-t-il. « Vous ne voulez pas me dire que Baines a réussi ?» ?»« Si, sans doute, lui répondis-je. Et je lui lus l'article suivant. Une grande sensation a été causée à Esher et dans les environs quand on a appris tard dans la soirée d'hier qu'une arrestation avait été effectuée en liaison avec le crime d'Oakshott. On se rappelle que M. Garcia, de Wisteria Lodge, avait été trouvé mort sur le pré communal d'Oakshott, que son cadavre portait les stigmates d'une grande violence et que la même nuit, ses domestiques avaient disparu, ce qui semblait prouver leur participation au crime. On avait avancé l'hypothèse, qui ne fut jamais confirmée, que le défunt possédait dans sa maison des objets de prise et des valeurs dont le vol pouvait être le mobile du crime. L'inspecteur Baines, chargé de l'affaire, déploya tous ses efforts pour trouver la cachette des fugitifs. Il avait de solides raisons pour croire qu'il n'était pas parti loin et qu'il se dissimulait dans une retraite préparée à l'avance. Dès le début, on pensait bien qu'il serait aisément identifié, car le cuisinier, d'après le témoignage de quelques commerçants qui l'avaient aperçu par la fenêtre, avait le physique tout à fait singulier d'un mulâtre énorme et hideux, avec un visage jaunâtre et un type négroïde prononcé. L'homme avait été vu après le crime. Il avait été reconnu et poursuivi le soir même par l'agent Walters, quand il avait eu l'audace de revenir rôder autour de Wisteria Lodge. L'inspecteur Baines, considérant que cette audace était inspirée par quelques desseins précis et qu'il se livrerait sans doute à une nouvelle tentative, avait retiré la garde de la maison, mais tendu une embuscade dans les fourrés. L'homme tomba dans le piège. Il fut capturé la nuit dernière après une lutte au cours de laquelle l'agent Downing fut cruellement mordu par ce sauvage. Nous croyons savoir que lorsque le prisonnier sera traduit devant les juges, la police sollicitera un renvoi et que de grands développements suivront probablement cette capture. « Il faut absolument que nous voyions Baines tout de suite », s'exclama Holmes en prenant son chapeau. « Nous avons juste le temps de l'attraper chez lui. » Nous descendîmes à toutes jambes la rue du village et nous aperçûmes l'inspecteur qui quittait en effet son hôtel. « Vous avez vu le journal, monsieur Holmes ?» demanda-t-il en nous en tendant un exemplaire. « Oui, Baines, je l'ai vu. S'il vous plaît, ne vous offensez pas si je vous mets en garde. »« En garde, monsieur Holmes ? J'ai travaillé l'affaire avec quelque soin. Je ne suis pas persuadé que vous soyez sur la bonne voie. Je ne voudrais pas que vous vous engagiez trop loin, tant que vous n'êtes pas sûr. Vous êtes très aimable, monsieur Holmes. Je vous assure que je vous parle ainsi pour votre bien. » J'eus l'impression que quelque chose comme un clin d'œil agita le visage impassible de M. Baines. « Nous étions convenus de travailler chacun de notre côté, monsieur Holmes. C'est ce que je suis en train de faire. »« Oh, très bien, » fit Holmes. « Ne vous fâchez pas. »« Non, monsieur, je crois que vous ne me voulez que du bien, mais nous avons tous nos méthodes personnelles, monsieur Holmes. Vous avez les vôtres. Après tout, j'ai peut-être les miennes aussi. N'en parlons plus. Je serai toujours aussi heureux de vous communiquer mes informations. Ce mulâtre est un vrai sauvage, aussi fort qu'un cheval de trait et féroce comme le diable. Il a presque arraché le pouce de Downing avant que mes agents aient pu le maîtriser. Il ne connaît pas un mot d'anglais et ne s'exprime que par grognement. Et vous croyez que vous détenez la preuve qu'il a tué son maître ? Je ne dis rien de tel, monsieur Holmes, rien de tel. Nous avons tous nos méthodes. Vous essayez les vôtres, j'essaie les miennes. Nous étions tombés d'accord là-dessus. Quand nous nous fûmes éloignés, Holmes haussa les épaules. Rien à faire avec lui. J'ai l'impression qu'il court à la culbute. Eh bien, comme il le dit, nous devons essayer chacun nos méthodes et voir ce qu'il adviendra. Mais il y a quelque chose chez l'inspecteur Baines que je ne comprends pas très bien. Une fois de retour dans notre appartement au Taureau, Sherlock Holmes m'invita à m'asseoir dans un fauteuil. « Je vais vous mettre au courant de la situation, car j'aurai peut-être besoin de votre concours ce soir. L'évolution de l'affaire, pour autant que j'ai été capable de la suivre, est très simple dans ses grandes lignes. Mais de surprenantes difficultés se conjuguent pour rendre une arrestation impossible. Il y a encore des trous à combler. Reportons-nous au message qui fut transmis à Garcia le soir de sa mort. Écartons l'idée de Baines que les domestiques de Garcia sont pour quelque chose dans l'affaire. La preuve qu'ils n'y sont pour rien ? C'est Garcia qui avait prémédité la présence de Scott Eccles à seule fin d'avoir un alibi. C'était donc Garcia qui avait échafaudé un plan, et selon toute apparence un plan criminel, pour la nuit où il fut tué. Je dis criminel parce que seul un homme ayant des intentions criminelles désire s'assurer un alibi. Qui donc l'a tué ? Sûrement la personne contre qui était échafaudé le plan criminel. Jusqu'ici, il me semble que nous nous mouvons sur un terrain solide. Quant à la disparition des domestiques de Garcia, elle peut s'expliquer par le fait qu'ils étaient tous complices.
S'il avait réussi son crime inconnu, Garcia serait rentré à Wisteria Lodge, et le témoignage de l'Anglais l'aurait mis à l'abri des soupçons. Tout aurait été parfait. Mais l'entreprise était dangereuse. Si Garcia n'était pas de retour à une certaine heure, cela voulait dire qu'il avait échoué et qu'il y avait perdu la vie. Il avait donc été convenu que dans ce cas, ses deux subordonnés se rendraient dans un lieu prévu d'avance, où ils échapperaient aux recherches et pourraient ensuite renouveler la tentative. Voilà qui expliquerait pleinement les faits, n'est-ce pas ? Tous les chevaux inextricables semblaient à présent se dérouler devant moi. Je m'étonnais, comme cela m'arrivait toujours, de ne pas y avoir pensé plus tôt. Mais pourquoi l'un des domestiques est-il revenu ? Nous pouvons supposer que, dans leur fuite, ils avaient oublié quelque chose de précieux, ou que le mulâtre voulait récupérer un objet dont il ne voulait pas se séparer. Cela justifierait son obstination, je crois. Ensuite, il y a le message reçu par Garcia à l'heure du dîner. Il témoigne de l'existence d'un complice à l'autre bout de la chaîne. Maintenant, où est cet autre bout ? Je vous ai déjà indiqué qu'il ne peut se situer que dans une grande maison, et que le nombre de ces grandes maisons est restreint. Mes premiers jours dans ce village ont été consacrés à une série de promenades, et, quand mes recherches botaniques m'en laissaient le temps, je faisais une reconnaissance du côté de ces grandes maisons, et je me renseignais sur les histoires familiales des occupants. Une maison, une seule, a retenu mon attention. C'est le célèbre manoir de l'époque de Jacques Ier, le manoir de High Gable, à 1500 mètres d'Oxshott, et à 600 ou 700 mètres du lieu du drame. Les autres demeures appartiennent à des gens prosaïques et respectables qui n'ont pas d'histoire. Mais M. Anderson, de High Gable, est pour tout le monde un curieux homme à qui de curieuses aventures pourraient fort bien arriver. J'ai donc concentré mon attention sur lui et sa maisonnée. Un bizarre assemblage, Watson, le propriétaire lui-même étant le plus bizarre de tous. Je me suis arrangé pour le voir sous un prétexte plausible, mais il m'a semblé lire dans ses yeux noirs, profondément enfoncés dans les orbites, pensifs, qu'il était parfaitement au courant de mes véritables intentions. C'est un homme d'une 50aine d'années, fort, actif, avec des cheveux gris d'acier, de grands sourcils noirs en bataille, avec le pas d'un taureau et l'air d'un empereur. Un homme farouche, dominateur, qui, derrière un visage parcheminé, cache un esprit rougi au feu. Ou c'est un étranger, ou il a vécu longtemps sous les tropiques, car il est jeune et desséché, mais dur comme un manche de fouet. Son ami et secrétaire, M. Lucas, est incontestablement, lui, un étranger. Il a la peau chocolat, on le sent, rusé, il est suave et doucereux, il parle avec une gentillesse empoisonnée. Vous voyez, Watson, nous avons déjà 2 bandes d'étrangers, l'une à Wisteria Lodge, l'autre à High Gable. Nos trous commencent à se boucher. Ces 2 hommes, amis intimes et qui n'ont pas de secret l'un pour l'autre, sont le centre de la maisonnée. Mais il y a une autre personne qui, dans l'immédiat, peut être encore plus importante. Anderson a 2 filles, l'une a 13 ans, l'autre 11. Leur gouvernante s'appelle Mademoiselle Burnett. C'est une Anglaise qui peut avoir 40 ans. Il existe aussi un domestique de confiance. Ce petit groupe constitue la vraie famille, car ils voyagent toujours ensemble. Anderson est un grand voyageur constamment en déplacement. Il n'est rentré que depuis quelques semaines après un an d'absence à High Gable. Je puis ajouter qu'il est immensément riche et qu'il peut satisfaire n'importe quel caprice. Pour le reste, sa maison regorge de maîtres d'hôtel, de valets de chambre, de chasseurs, de femmes de chambre. J'ai appris tout cela en bavardant au village et aussi d'après mes propres observations. Il n'y a pas de meilleur agent de renseignement qu'un serviteur renvoyé, et j'ai eu la chance d'en rencontrer un. J'appelle cela de la chance, mais si je ne m'étais pas donné la peine de le chercher, il ne serait pas venu tout seul. Comme le dit Baines, nous avons tous nos petites méthodes. C'est ma méthode personnelle qui m'a permis de découvrir John Warner, récemment encore jardinier à High Gable, chassé dans un mouvement d'humeur par son despote de patron. Il possède des amis parmi les autres domestiques. La peur et l'aversion que leur maître leur inspire les ont rendus solidaires. Ainsi ai-je pu m'initier aux secrets de la maison. Des gens bizarres, Watson. Je ne prétends pas tout connaître encore, mais n'importe. Ce sont des gens bizarres. Le manoir possède 2 ailes. Les domestiques vivent dans l'une et la famille dans l'autre. Il n'y a aucune communication entre les 2, sauf par l'intermédiaire du propre domestique de Anderson qui sert à la table de famille. Les plats sont apportés derrière une porte qui forme le seul accès d'une aile à l'autre. La gouvernante et les enfants ne se promènent que dans le jardin. Anderson ne sort jamais seul. Son secrétaire Chocolat le suit comme son ombre. Les domestiques chuchotent que leur maître a terriblement peur de quelque chose.
Il a dû vendre son âme au diable contre de l'argent, dit Warner, et il s'attend à ce que son créancier vienne la lui réclamer. D'où ils sont originaires, qui ils sont, personne n'en a la moindre idée. Ils se montrent très violents. 2 fois, Anderson a frappé un domestique avec un fouet à chien, et il a fallu sa grosse bourse et de solides compensations pour qu'il ne passe point devant le tribunal. À présent, Watson, jugeons la situation d'après ces nouveaux renseignements. Nous pouvons admettre que le message émanait de cette étrange maison, et qu'il invitait Garcia à exécuter un plan qui avait déjà été projeté. Qui a écrit le message? Quelqu'un du manoir, et une femme. Qui donc, sinon la gouvernante, mademoiselle Burnett? Tous nos raisonnements convergent dans cette direction. En tout cas, nous pouvons envisager une hypothèse et voir les conséquences qu'elle implique. J'ajoute que l'âge et le tempérament de mademoiselle Burnett réduisent à néant ma première idée, à savoir qu'une intrigue amoureuse était en cours. Puisqu'elle a écrit le message, elle était probablement l'amie et la complice de Garcia. Qu'allait-elle donc faire en apprenant sa mort? S'il avait été tué au cours d'une entreprise scélérate, elle ne soufflerait mot, évidemment. Ce qui ne l'empêcherait pas de nourrir dans son cœur de la haine contre ses meurtriers, comme sans doute de prêter toute l'assistance en son pouvoir à ses vengeurs éventuels. Pouvions-nous donc la voir et essayer de nous servir d'elle? J'en eus l'idée, mais voici maintenant un fait inquiétant. Mademoiselle Burnett, depuis la nuit du crime, n'a été vue par personne. Depuis ce soir-là, elle a proprement disparu. Est-elle en vie? A-t-elle trouvé la mort le même jour où elle avait convoqué son ami? Est-elle simplement prisonnière? Voilà le point que nous avons encore à éclaircir. Vous mesurez bien la difficulté de la situation, n'est-ce pas, Watson? Rien ne permet d'obtenir un mandat d'arrêt. Toute notre histoire semblerait de la plus haute fantaisie si elle était rapportée telle quelle devant un magistrat. La disparition de la demoiselle ne saurait être retenue, puisque dans cette maison extraordinaire, n'importe qui peut demeurer invisible pendant une semaine. Et cependant, à cette heure où je vous parle, sa vie est peut-être en danger. Tout ce que je peux faire est de surveiller le manoir et de laisser Warner, mon agent, de faction aux grilles. Cette situation ne saurait se prolonger. Si la loi ne peut rien faire, nous devons prendre le risque nous-mêmes. Que proposez-vous? Je sais où est sa chambre. Elle est accessible par le toit d'une dépendance. Je vous propose que tous deux, nous y montions ce soir afin d'essayer de frapper au cœur du mystère. La perspective n'était pas, je dois en convenir, des plus réjouissantes. La vieille maison, avec son atmosphère criminelle, ses habitants bizarres et redoutables, les périls inconnus de l'assaut, le fait que nous nous mettrions dans une position fausse aux yeux de la loi, tout cela se combinait pour refroidir mon ardeur. Mais dans la logique glaciale de Holmes, quelque chose m'interdisait de me dérober devant une aventure qu'il préconisait. C'était en effet par ce moyen, et par ce moyen seulement, que le problème pouvait être résolu. Silencieusement, je lui serrai la main. Les dés étaient jetés. Mais le destin ne voulut point que notre enquête s'achevât d'une manière aussi téméraire. Vers 5 heures, alors que les ombres d'un soir de mars commençaient à s'étendre, un rustaud très excité se précipita dans notre appartement. « Ils sont partis, monsieur Holmes. Ils s'en sont allés par le dernier train. La demoiselle s'est échappée et je l'ai amenée en fiacre. Elle est en bas. »« Bravo, Warner !» cria Holmes en bondissant sur ses pieds. « Watson, les trous se bougent très vite. » Dans le fiacre se trouvait une femme à demi évanouie sous le coup d'un épuisement nerveux. Son visage aquilin, émacié, portait les traces d'une tragédie récente. Elle avait la tête inclinée sur son buste, mais quand elle la releva et tourna vers nous ses yeux ternes, j'aperçus au centre du gros iris gris des points noirs. Elle était droguée d'opium. « J'étais de garde à la grille, comme vous me l'aviez demandé, monsieur Holmes, » expliqua le jardinier renvoyé. « Quand la voiture est sortie, je l'ai suivie jusqu'à la gare. La demoiselle ressemblait à une somnambule, mais quand ils ont voulu la faire monter dans le train, elle s'est réveillée et débattue. Ils l'ont poussée dans le compartiment, mais elle continuait à leur résister. Alors j'ai pris son parti, je l'ai installée dans un fiacre, et nous voici. Je ne suis pas prêt d'oublier la tête de l'autre à la portière du compartiment quand j'ai emmené la demoiselle. Je n'aurais pas fait de vieux os s'il avait pu. Ce démon jaune. » Nous la transportâmes chez nous et l'allongeâmes sur le canapé. 2 tasses de café fort dissipèrent les brumes de la drogue. Baines avait été convoqué par Holmes et mis rapidement au courant de la situation. « Eh bien, monsieur, vous m'apportez juste le témoin dont j'avais besoin, » fit l'inspecteur en secouant avec chaleur la main de mon ami. « Depuis le début, j'étais sur la même piste que vous. »
Comment? Vous étiez sur Anderson? Écoutez, monsieur Holmes, pendant que vous vous faufiliez dans les petits bois de High Gable, moi j'étais juché sur l'un des arbres et je vous observais. C'était au premier de nous deux qui obtiendrait le témoin. Alors, pourquoi avez-vous arrêté le mulâtre? Baines pouffa. J'étais sûr que Anderson, pour reprendre le nom dont il se faisait appeler, se sentait soupçonné, que donc il allait se tenir tranquille et ne pas bouger tant qu'il se croirait en danger. J'ai arrêté le mulâtre pour lui faire croire que nous ne nous intéressions plus à lui. Je savais qu'il ne tarderait pas à filer et qu'il nous donnerait une chance pour parvenir à mademoiselle Burnett. Holmes posa une main sur l'épaule de l'inspecteur. « Vous élèverez haut dans votre profession, » lui dit-il. « Vous possédez l'instinct et l'intuition. » Baines rougit de plaisir. « J'avais mis un agent civil de faction à la gare depuis le début de la semaine. Où qu'aillent les gens de High Gable, il ne les perdra pas de vue. Mais il a dû être déchiré en deux quand mademoiselle Burnett s'est échappée. N'importe, votre homme l'a ramassé, tout est bien qui finit bien. Nous ne pouvons pas procéder à l'arrestation sans son témoignage, c'est évident. Aussi, plus tôt nous aurons sa déposition, mieux cela vaudra. » Elle reprend des forces, dit Holmes en jetant un coup d'œil à la gouvernante. « Mais dites-moi, Baines, qui est ce Anderson ?» Anderson, répondit l'inspecteur, est Don Murillo, jadis surnommé le Tigre de San Pedro. Le Tigre de San Pedro. Toute l'histoire de cet homme me revint d'un trait en mémoire. Il avait mérité ce surnom parce qu'il avait été le tyran le plus ignoble et le plus assoiffé de sang qui eût jamais gouverné un pays sous prétexte de civilisation. Fort, ne reculant devant rien, énergique, il avait pendant 10 ou 12 ans imposé ses vices odieux à un peuple épouvanté. Son nom répandait la terreur dans toute l'Amérique centrale. Au bout de ce laps de temps, un soulèvement général avait éclaté contre lui. Mais il était rusé autant que cruel. Dès les premiers troubles, il avait secrètement empilé ses trésors à bord d'un navire armé par ses partisans. Les insurgés n'avaient le lendemain mis à sac qu'un palais vide. Le dictateur, ses 2 filles, son secrétaire et sa fortune leur avaient échappé. Depuis lors, il avait disparu de la circulation, et la presse européenne s'était à maintes reprises demandé sous quelle identité il se dissimulait. « Oui, monsieur, Don Murillo, le tigre de San Pedro, » répéta Baines. « Si vous y réfléchissez, vous remarquerez que les couleurs de San Pedro sont le vert et le blanc, celles du message, monsieur Holmes. Il se faisait appeler Anderson, mais je l'avais démasqué, et j'avais retrouvé sa trace depuis Barcelone, où son navire avait abordé en 1886 par Madrid, Rome et Paris. Ses ex-sujets le cherchaient depuis longtemps pour se venger, mais ils ne l'ont découvert que ces derniers temps. »« Ils l'ont identifié il y a 1 an, » intervint mademoiselle Burnett, qui s'était redressée et qui suivait attentivement la conversation. « Une fois déjà, il a été l'objet d'un attentat, mais un démon semblait le protéger. Cette fois, c'est le noble et chevaleresque Garcia qui est tombé, et le monstre en a réchappé. Mais un autre viendra, et puis encore un autre, jusqu'à ce qu'un justicier réussisse. C'est aussi sûr que le lever du soleil pour demain. » Elle crispa ses mains maigres, et son visage hâve blanchit sous la violence de sa haine. « Mais comment vous trouvez-vous mêlée à l'affaire, mademoiselle Burnett ?» demanda Holmes. « Comment une Anglaise peut-elle tenir un rôle dans un drame pareil ?»« Je m'en suis mêlé parce que c'était le seul et unique moyen pour que justice fût faite. La loi anglaise se soucie-t-elle des torrents de sang répandus à San Pedro, ou du navire rempli des trésors que ce bandit a volés? À vos yeux, on dirait des crimes commis sur une autre planète. Mais nous savons. Nous avons appris la vérité dans la peine et la souffrance. Pour nous, il n'y a pas pire démon dans l'enfer que Juan Murillo, et il n'y aura pas de paix sur la terre tant que ses victimes imploreront d'être vengées. »« Certes, » répondit Holmes, « il était tel que vous le dépeignez. J'ai entendu parler de ces atrocités. Mais comment en avez-vous souffert personnellement ? » ?»« Je vais tout vous dire. Ce bandit avait pour politique d'assassiner, sous tel ou tel prétexte, tous ceux qui avaient de la valeur et qui étaient susceptibles de devenir quelque jour ses rivaux. Mon mari, car mon vrai nom est Signola Victor Durando, était ministre de San Pedro à Londres. Nous nous connûmes à Londres et il m'épousa. Jamais plus noble cœur ne battit dans un homme. Malheureusement, Murillo apprit ses qualités. Il le rappela et le tua. Pressentant le destin qui l'attendait, il ne m'avait pas emmené à San Pedro. Ses biens furent confisqués. Je demeurai seul, le cœur brisé et dans la misère. Alors survint la chute du tyran.
Il s'enfuit comme vous l'avez dit, mais tous ceux dont il avait ruiné la vie, ou dont les proches avaient été torturés et tués de ses propres mains, jugèrent que l'affaire ne pouvait pas en rester là. Ils se constituèrent en association, et ils jurèrent de parvenir à leur fin. Lorsque nous eûmes découvert que sous le nom de Anderson se cachait le despote déchu, mon rôle consista à me faire engager par lui et à tenir mes camarades au courant de ses déplacements. Voilà pourquoi je devins gouvernante. Il ne se doutait guère que la femme assise en face de lui à chaque repas était la femme dont il avait précipité le mari dans l'éternité. Je lui souriais, je m'occupais régulièrement des enfants, je guettais mon heure. Une tentative eut lieu à Paris. Elle échoua. Nous voyageâmes à travers l'Europe en zigzagant pour semer nos poursuivants, et finalement nous regagnâmes cette maison qu'il avait achetée dès son arrivée en Angleterre. Mais ici aussi les justiciers l'attendaient. Sachant que tôt ou tard Murillo retournerait à High Gable, Garcia, qui était le fils d'un ancien haut dignitaire de San Pedro, s'était installé dans les environs en compagnie de 2 fidèles compagnons d'extraction plus humbles, tous 3 brûlants de vengeance. Il ne pouvait pratiquement rien tenter de jour, car Murillo s'entourait de toutes les précautions imaginables et ne sortait jamais sans être accompagné de son collaborateur Lucas, qui s'appelait Lopez dans les jours fastes. La nuit toutefois, il couchait seul. Le justicier pouvait donc l'atteindre. Un certain soir, qui avait été fixé d'avance, j'adressai à mon ami mes dernières instructions, car Murillo était inquiet et changeait constamment de chambre. Je devais veiller à ce que les portes fussent ouvertes, et un signal lumineux vert ou blanc, à la fenêtre qui faisait face à l'avenue, devait indiquer si la voie était libre ou s'il était préférable de reporter l'attentat à une date ultérieure. Mais tout tourna mal. Je ne sais comment j'avais éveillé les soupçons de Lopez, le secrétaire. Il me sauta dessus au moment où je venais de terminer le message. Lui et son maître me traînèrent jusqu'à ma chambre et me déclarèrent traîtresse. Ils auraient bien voulu me poignarder, et ils l'auraient fait s'ils avaient entrevu le moyen de parer aux conséquences de ce crime. Après avoir beaucoup discuté, ils conclurent que me tuer serait par trop dangereux. Mais ils résolurent de se débarrasser de Garcia pour toujours. Ils m'avaient bâillonné. Murillo me tordit le bras jusqu'à ce que je lui donne son adresse. Je jure que si j'avais compris ce que cela signifiait pour Garcia, il me l'aurait arraché, mais je n'aurais pas parlé. Lopez écrivit l'adresse, cacheta le message avec son bouton de manchette et le lui fit parvenir par l'intermédiaire de José, le domestique. Comment ils l'ont tué, je l'ignore. Je sais seulement qu'il est mort de la main de Murillo, car Lopez était resté près de moi pour me garder. Je crois qu'il a dû attendre dans les genêts que traverse le chemin et qu'il l'a assassiné quand il est passé. D'abord, ils avaient songé à le laisser pénétrer dans le manoir et à le tuer comme un cambrioleur surpris en flagrant délit. Mais ils réfléchirent que, s'ils étaient mêlés à une enquête judiciaire, leur identité serait aussitôt percée à jour et qu'ils seraient exposés à d'autres attentats. La mort de Garcia intimiderait peut-être les autres conjurés. Tout aurait été parfait si je n'avais été au courant de ce qu'ils avaient accompli. Je suis certaine que ma vie n'a souvent tenu qu'à un fil. Ils m'avaient emprisonné dans ma chambre, ils proféraient les menaces les plus terribles et m'infligèrent les pires traitements, comme en témoigne cette plaie sur mon épaule et les meurtrissures de mes bras. Une fois, j'essayai d'appeler par la fenêtre, mais ils m'enfoncèrent un bâillon dans la bouche. Cet emprisonnement dura 5 jours. On me donnait à peine à manger. Aujourd'hui, on me servit un bon déjeuner, mais à peine l'eus-je dévoré que je compris que j'avais été drogué. Je me rappelle dans une sorte de rêve avoir été moitié conduite, moitié portée dans une voiture, puis, dans le même état, hissée dans un train. C'est seulement alors, au moment où les rouées commençaient à tourner, que je me suis rendu compte que ma liberté était à ma portée. J'ai bondi. Ils ont voulu me faire rasseoir, et si je n'avais pas été aidé par ce brave homme qui m'a déposé dans un fiacre, je n'aurais jamais pu m'échapper. Dieu merci, me voici pour toujours hors de leur pouvoir. Nous n'avions pas une fois interrompu ce récit extraordinaire. Le premier, Holmes rompit le silence. « Nous ne sommes pas au bout de nos difficultés, » dit-il en secouant la tête. « Notre travail policier est terminé. Notre travail légal commence. » Exactement, approuvai-je. Un bon avocat saurait transformer le crime en un acte de légitime défense. Même s'il existe une centaine de crimes à l'arrière-plan, c'est uniquement sur celui-ci qu'ils seront jugés. « Allons, allons, fit Baines avec optimisme. J'ai de la loi une meilleure opinion. La légitime défense est une chose. Attirer quelqu'un de sang-froid dans un guet-apens et le tuer est autre chose, quel que soit le danger que vous redoutiez de sa part. Non, nous serons tous applaudis quand nous traduirons les propriétaires de High Gable devant les assises de Guildford à leur prochaine session.
Un certain temps s'écoula cependant avant que le tigre de San Pedro payât le prix de ses forfaits. Hardi autant que rusé, lui et son compagnon semèrent le policier qui les filait en pénétrant dans une maison à double issue. Dès lors, ils demeurèrent introuvables en Angleterre. Quelques 6 mois plus tard, le marquis de Montalva et Signor Rulli, son secrétaire, furent tous deux assassinés dans leur appartement de l'Escurial Hotel à Madrid. Le crime fut attribué aux nihilistes et les meurtriers ne furent jamais arrêtés. L'inspecteur Baines nous rendit visite à Baker Street et nous apporta une description du visage au chocolat du secrétaire et des traits dominateurs, des yeux noirs magnétiques et des sourcils touffus de son maître. Nous ne pûmes plus douter alors que la justice, bien que lente, avait enfin fait son œuvre. « Une affaire chaotique, mon cher Watson, » me dit Holmes par-dessus une pipe du soir. « Il ne vous sera pas possible de la présenter dans cette forme cohérente qui vous tient tant au cœur. Elle couvre 2 continents, met en cause 2 groupes de personnes mystérieuses, se complique de la présence hautement respectable de notre ami Scott Eccles, dont l'inclusion me prouve que Feu Garcia avait un esprit inventif et un instinct développé de sa propre conservation. Elle n'est remarquable que par ceci, à savoir qu'au sein d'une jungle de possibilités, nous et notre valeureux collaborateur l'inspecteur Baines, nous avons gardé en main l'essentiel et ne nous sommes pas égarés sur ce chemin à multiples méandres. Y a-t-il un détail quelconque qui vous embarrasse encore ? Pourquoi le mulâtre est-il retourné à Wisteria Lodge ? Pour rechercher l'objet bizarre que nous avons vu dans la cuisine. Le mulâtre était un primitif des forêts de San Pedro. Cet objet devait être son fétiche. Lorsque tous deux se sont enfuis vers quelques cachettes préparées à l'avance, où sans doute les attendait un complice, le compagnon du mulâtre avait dû le convaincre d'abandonner un motif décoratif aussi compromettant. Mais le mulâtre y tenait. Il revint le lendemain pour trouver l'agent Walters sur les lieux. Il patienta 3 jours, puis sa piété, ou ses superstitions, le poussèrent à commettre une nouvelle tentative. L'inspecteur Baines, qui, avec son habileté coutumière, avait auparavant minimisé devant moi l'incident, en avait réellement compris toute l'importance, d'où le piège où tomba le mulâtre. Autre chose, Watson ? L'oiseau déchiqueté, le seau de sang, les os consumés, tout le mystère de cette étrange cuisine. Holmes sourit et chercha quelque chose dans son carnet. J'ai consacré une matinée à me rendre au British Museum pour me documenter. Voici une citation tirée d'Eckermann. Le véritable pratiquant du culte vaudou n'entreprend rien d'important sans certains sacrifices destinés à rendre propices ces dieux immondes. Dans les cas extrêmes, ces rites prennent la forme de sacrifices humains, suivis de cannibalisme. Les victimes sont d'habitude un coq blanc qui est déchiqueté vivant, ou une chèvre noire dont la gorge est tranchée et le corps brûlé. Comme vous le voyez, notre sauvage était un vaudou très orthodoxe. Culte grotesque, Watson, ajouta Holmes en refermant lentement son carnet. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le remarquer, il n'y a qu'un pas à franchir pour tomber du grotesque dans l'atroce. Et c'est la fin de cette première nouvelle, la nouvelle L'aventure de Wisteria Lodge. Ce sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons à l'outro du live. Et du coup, coucou Algo. Merci d'être passé pendant la lecture. Je ne sais pas si tu es toujours parmi nous, mais ça fait plaisir. Ok, c'est cool. C'est cool. Je suis plutôt emballé pour le moment sur ce recueil de nouvelles. On n'en a lu qu'1 sur 8. Donc voilà, c'est encore une fois un peu tôt pour se prononcer. Et il est possible que les nouvelles soient d'un niveau très inégal. Pour le moment, c'est plutôt sympa à suivre. Je dois avouer, je vais être tout à fait transparent avec vous. Je dois avouer que souvent dans les enquêtes policières, il y a un moment où je suis un peu paumé. Et je crois qu'il faudrait que je lise ultra attentivement pour comprendre exactement. Et là, par exemple, la résolution exacte, je l'ai à peu près en tête, mais je ne l'ai pas comprise suffisamment au point que je puisse vous la réexpliquer, par exemple. Donc c'est pour ça peut-être aussi que j'ai du mal avec le genre policier. Peut-être que je suis con. Je sais pas. Mais je trouve que souvent, même quand on te donne la solution et que ça a l'air cohérent, que ça a l'air logique, etc.,
je trouve que c'est pas suffisamment compréhensible et accessible pour que tu sois capable toi-même de refaire la déduction et de refaire toi-même, de retisser toi-même le fil de fond en comble. Autant les premiers arguments d'Holmes au début de la nouvelle, j'étais en mode ah ouais, là je comprends trop le raisonnement, c'est fluide, c'est compréhensible. Autant là je trouve que ça fait un peu plus schmilblick, que ça s'est accéléré vraiment d'un coup et que j'étais en mode oula, il y a plein de personnages dans tous les sens. D'où ça vient, comment ça s'arrange, là j'ai pas tout compris. Donc ouais, il y a un peu un truc comme ça. Mais globalement, dans le ton, c'était plutôt sympathique. Bon, comme souvent, comme dans plein d'œuvres, il y a des termes très problématiques, mais voilà. Encore une fois, je vais pas répéter, enfin si je vais répéter parce que c'est important, mais une énième fois, ce ne sont pas mes mots, ce ne sont même pas forcément les mots de l'auteur. Ça après, ça sera à chacun de vous aussi de vous faire votre avis là-dessus, mais ce ne sont même pas forcément les mots de l'auteur. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ça peut être les mots du narrateur ou des personnages. Maintenant, à vous de voir ce que vous croyez être, être potentiellement problématique, potentiellement raciste, si c'est pour vous le personnage, la narration, l'œuvre ou l'auteur. Ça, je vous laisse à chacun votre loisir de vous faire cette idée. Mais voilà, moi, encore une fois, ma position est celle-ci. Quand je fais une lecture, je ne vais pas censurer le texte. Donc même s'il y a des mots qui sont vraiment problématiques, eh bien, je l'ai dit tout simplement parce que pour moi, c'est presque historique. En tout cas, c'est un peu ma vision du truc. C'est historique dans le sens, bah, l'histoire a été écrite comme ça. Je ne veux pas la changer. Euh, après, euh, est-ce que je suis d'accord avec ces mots? Évidemment que non. Mais voilà. Au moins, j'ai pas censuré, j'ai pas réécrit l'histoire avec un grand H, ni l'histoire avec un petit H. Vous voyez ce que je veux dire. Bref. Sinon, c'est assez intéressant aussi, je trouve. J'avais pas du tout l'idée que ça puisse aller dans ce genre de choses. Sherlock Holmes et Arthur Conan Doyle. Quoique, Arthur Conan Doyle aimait bien l'ésotérisme. Donc le fait que ça puisse partir sur du vaudou, en vrai, oui, c'est pas si étonnant que ça. Il me semble qu'Arthur Conan Doyle aimait vraiment beaucoup l'ésotérisme, il s'intéressait beaucoup à la question des fantômes, du paranormal. Il a même fait une photo de fée, si je dis pas de bêtises. Il y a un truc comme ça, je sais plus c'est quoi exactement le délire, mais il y a un truc comme quoi Arthur Conan Doyle était lié à une photo de fée. Il me semble qu'il y a un délire comme ça, qui s'avérait du coup être un fake, mais que lui avait été ultra intéressé par ça, ou l'avait mis en avant, je sais plus trop, enfin bon bref. Euh, donc voilà, Arthur Conan Doyle est vachement intéressé par l'ésotérisme, donc ça ne choque pas tant que ce soit qui est un petit passage par le vaudou. Mais ce qui me choque surtout, c'est plutôt ça, c'est le côté très graphique, cannibalisme, sacrifice, et plutôt, il dit que, c'était qui déjà? Désolé, j'ai plus les noms tellement il y a de personnages. Vous voyez, je me perds tellement il y a eu de noms de personnages. Mais du coup, c'était Garcia, j'imagine. C'était Garcia, je crois. Euh, En tout cas, celui qui s'est fait tuer. On nous dit carrément qu'il s'est fait réduire la tête en bouillie à coups de sac, je sais pas quoi. Enfin, je sais plus comment c'était dit. Mais waouh, c'est hyper violent. C'est hyper violent, hyper gore, hyper graphique. Et ça, pour le coup, je m'y attendais vraiment, vraiment pas dans une œuvre comme Sherlock Holmes, comme Arthur Conan Doyle, que j'aurais vu peut-être un peu plus avec une image un peu plus lisse, un peu plus propre. Donc j'ai été assez étonné pour le coup par ça. Voilà, c'en est tout pour moi ce soir. Comme je le disais, je ne vais pas faire les mots de la fin ce soir. Par contre, si vous avez apprécié le concept des mots de la fin, je vais le réitérer certainement dans les lives à venir. Et si vous avez aimé le concept des mots de la fin que j'avais commencé à mettre en place ces derniers temps,
sachez que la semaine prochaine, je vais mettre en place une nouvelle émission qui va potentiellement plaire aux lecteurs. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un abonné à ma chaîne pour les lectures, à jeter un œil à ce nouveau concept qui s'appelle Les mots portent, qui seront une émission qui vont s'intéresser à des grands concepts, à des mots sur lesquels on va tourner pendant quelques minutes, heures, je ne sais pas encore exactement. Ce sera un peu une émission crash test, une émission pilote. On va voir ça. Mais si vous aimez la littérature, si vous aimez les mots, n'hésitez pas à jeter un œil à cette nouvelle émission que je lance la semaine prochaine. Et il y a d'ailleurs un sondage sur mon Discord actuellement pour savoir quel soir ça se fera. Ça sera un soir de la semaine à 21h et je vous laisse le choix du jour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voter si ça vous intéresse. Ok, on est bon comme je le disais pour ce soir. Si vous avez regardé cette lecture en rediffusion, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike sur votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne et tutti quanti à me suivre sur les réseaux. Ça m'a fait plaisir de revenir franchement en live là. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça commençait à faire un peu trop de temps à mon goût. Et ma foi, on se retrouve assez rapidement. Il y a une veillée ce dimanche. Je continue les veillées sur Discord de 21h à minuit. Et les lives de lecture qui vont reprendre donc mardi et vendredi 21h pour la suite de Sherlock Holmes. Mais également potentiellement une autre émission un autre soir la semaine prochaine. Et également peut-être des lives de gaming qui vont revenir sur ce jeu Century Age of Ashes. Parce que j'ai vraiment kiffé chevaucher des dragons. Donc voilà, c'est un peu tout ce que vous risquez de voir ces temps-ci, je pense, sur la chaîne. Même si de toute manière je ne m'interdis rien. Donc si d'autres envies se faisaient venir, se faisaient sentir, d'autres lives viendraient. Et je vous tiendrai au courant sur les réseaux comme d'habitude. Allez, trêve de bavardage. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et bye bye.